quelques semaines, quelques mois, Guy m'a proposé de témoigner de ce qui constitue une belle partie de mon travail, qu'on appelle le Ishek Housing Project. Je vais en parler ici. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans. Donc, c'est vrai que j'aurais pas de mal à en parler et en parler longtemps. On va peut-être couper un peu le micro à un moment donné si je vais trop loin. L'enjeu, c'est pas d'en parler longtemps. Euh, L'enjeu, c'est d'arriver à retirer de cette expérience mais quelque chose qui puisse ce soir vous nourrir, vous apporter quelque chose. Donc, mais j'espère avec beaucoup d'humilité y arriver. Alors, on va commencer par une petite mise en contexte pour que vous compreniez quand même un petit peu. Oui, il est possible aussi qu'à un moment donné, il y a un chat qui passe dans le chemin. Voilà. Boum. C'est bon, vous voyez bien? Que quelqu'un qui a encore son micro ouvert me le confirme? Oui. Parfait. Donc, de quoi s'agit-il? Je travaille à l'ICHEC. L'ICHEC, donc, c'est l'Institut catholique des hautes études commerciales, donc c'est les sciences commerciales. Là-bas, c'est 5 années d'études. Et en deuxième année, tous les étudiants ont un choix à faire. Ou bien de rester en Belgique et de faire un mois de stage en entreprise, ou bien de partir avec nous pour une expérience humaine, pour un séjour d'immersion dans un pays du Sud. Ce séjour d'immersion a 3 dimensions. Il y a une dimension vie en équipe, il y a une dimension chantier, un chantier social, et il y a une dimension rencontre interculturelle. Donc, c'est vraiment les 3 dimensions du projet que nous proposons d'offrir à nos étudiants. Alors, le projet, il a 30 ans, hein, il est né en 93. J'y ai été impliqué depuis le tout début. Je ne suis pas le papa du projet. Le papa du projet s'appelle Joseph Houillou. C'était mon patron à l'époque, l'ancien secrétaire académique de l'ICHEC. La maman du projet, c'est un ami à lui, il s'appelait Mathieu de Thiès. Je peux à la limite être considéré comme la nounou du projet, c'est-à-dire qu'on m'a mis le bébé dans les bras en me demandant de m'en occuper, ce que j'essaye de faire. Alors, l'Inde, nous y sommes allés chaque année depuis 30 ans, plus de 30 ans. On va y repartir maintenant en février. Nous sommes allés au Burkina Faso de 2001 à 2018. Nous avons dû arrêter malheureusement parce que les conditions de sécurité ne sont pas top pour l'instant. Nous sommes au Bénin depuis 2012 et nous avons même, nous avons même été invités à rester en Belgique pendant 2 ans, les 2 années où il était un petit peu compliqué de partir à l'étranger. Donc, ce qui veut dire que maintenant, nous avons 2 destinations à proposer aux étudiants, soit un mois en Inde, soit au moins un mois au Bénin. C'est un projet, on n'est pas les seuls, on n'a pas inventé le séjour d'immersion, on n'est certainement pas les seuls à les faire, à en proposer aux étudiants. Je pense qu'en Belgique francophone, on doit être les seuls, à ma connaissance, à l'avoir intégré dans le programme. Et le fait de l'avoir intégré dans le programme, ça change énormément de choses et entre autres, ça fait qu'on peut vraiment le préparer. On dispose d'un temps pour pouvoir préparer les participants au séjour. Vous voyez, le séjour a lieu en février. Les étudiants à la rentrée académique choisissent d'y participer ou pas. En octobre, on forme les équipes et puis il y a vraiment des cours pour leur apprendre des bases sur les relations Nord-Sud, sur l'économie des pays du Sud, sur plein de choses pour leur nourrir l'esprit, pour leur nourrir le cœur aussi, pour les préparer à une rencontre interculturelle.
Il y a du team building parce qu'ils vont se retrouver là-bas par équipe de 8, 9, 10, 11 personnes. En janvier, ben, c'est la session d'examen et puis on part en février pendant 4 semaines et puis on revient. Et quand on revient, ben, à nouveau, le fait d'avoir ce projet inscrit dans le programme de l'école fait qu'on a du temps pour revenir avec les étudiants sur leur expérience. Alors, ben voilà, hein, c'est un petit peu tout ça. Et que font les étudiants une fois sur place? Ben, ils travaillent. C'est le deal qu'on a passé avec les partenaires depuis le tout début, c'est de dire, ben, on vous propose d'accueillir nos étudiants pendant un mois. En échange, nous allons vous aider à financer vos projets et on viendra vous donner un coup de main sur place. Donc, c'est vraiment un projet gagnant-gagnant avec nos partenaires et ben, je pense que si le projet ben, a cette longévité de 30 ans, c'est que le deal, l'échange est équilibré entre nous et les partenaires et que eux s'y retrouvent avec notre contribution et que nous, ben, on s'y retrouve avec l'expérience que nos étudiants peuvent vivre. Donc là, ici, vous voyez, au Burkina Faso, on est en train de un chantier de reboisement. En Inde, ben là, les étudiants sont en train de construire une maison pour une famille pauvre. Là, quand je dis les étudiants sont en train de construire, bon, le gars qui s'y connaît, c'est le gars qui a la truelle en main et qui est à droite de l'écran. Hein. L'étudiant Lichek, lui, ben, il a tout à apprendre. On est des étudiants en sciences commerciales, donc on n'est pas des maçons, donc on est des clinches. C'est très clair et c'est très bien comme ça parce que on a envie que ce projet se fasse dans une démarche d'humilité. On n'a pas envie d'arriver sur place en disant, ben moi, euh, je m'y connais et je vais te montrer, petit Indien ou petit Africain, comment il faut faire. Non, on arrive, on se rend très vite compte qu'on n'y connaît rien et on se met au service de la population locale. Alors en Inde, les projets, ben, on a financé des classes dans des écoles, on a financé des bâtiments communautaires. Donc, ces dernières années, on finance beaucoup ce type de préau qui permet beaucoup de choses. C'est assez polyvalent. On a pour ce type de préau des salles de réunion pour des groupements de femmes. On peut faire de la permaculture aussi, de la vermiculture. Donc, c'est vraiment ça permet aux partenaires de choisir les activités. Voilà, aussi le grand bâtiment à gauche, c'est une école avec laquelle on travaille depuis le 2010 aussi. Donc, on est vraiment inscrit dans des partenariats de longue durée et ça nous va tant que nous qu'à nos partenaires. Voilà un exemple de maison qu'on finance et qu'on aide à construire. Donc, le chantier, la vie en équipe, je vais en reparler, puis la rencontre interculturelle. En gros, le matin, on travaille sur le chantier. L'après-midi, ben, on va à la découverte. On va à la découverte de la population locale, on va à la rencontre et on apprend. Et on apprend. Et ici, ben, vous voyez une activité à laquelle je n'ai pas participé parce que je ne suis pas une femme et que ça, c'est la journée de la femme. Et la journée de la femme, ben, ça concerne les étudiantes qui vont passer toute une journée avec les femmes du village, depuis le tôt le matin pour aller au marché jusqu'au soir. Et ça permet de se rendre compte de ce que c'est la vie. Euh, Là-bas au Burkina Faso, il nous disait les hommes travaillent du matin au soir, les femmes n'arrêtent jamais. Et voilà, ben, ça permet de se rendre compte de ça. Des moments de rencontre.
vraiment, d'échange. Et là, il y a l'effet magique du chantier. Le fait d'avoir partagé, d'avoir sué ensemble sur le chantier fait que, ben, au moment où on se retrouve pour parler, ben, on a vécu quelque chose en commun et donc ben, la parole est plus facile et on peut beaucoup plus facilement échanger et ne pas se regarder en chien de faïence. En Inde, pareillement. Les enfants sont magiques parce que c'est vrai qu'on arrive parfois dans des villages où ils n'ont jamais vu d'occidentaux, d'Européens, donc ils nous regardent un petit peu comme si on voyait un quart de Japonais qui débarquait à Morlanway et qu'est-ce que c'est que ces gaillards-là? Donc, mais là, voilà, les enfants, eux, ils n'ont pas d'a priori, ils viennent vers nous et puis dans la foulée des enfants, ben, c'est les mamans et puis après, c'est tout le monde. Et donc, on finit petit à petit par s'apprivoiser les uns les autres et apprendre à se connaître, quoi. Voilà, avec quelques bénéficiaires des maisons. Alors, nos deux partenaires en Inde, ben, on a une ONG indienne, Sevai, dont la plupart des membres sont hindous. Et puis, on a l'évêché de Salem, tout à fait dans le sud de l'Inde, avec ici sur la gauche ben, l'ancien évêque de Salem, M. Singaroyam, et alors le fader qui est la personne locale dans le village qui va accueillir l'équipe d'étudiants. Et les partenaires, ben, c'est indispensable. C'est vraiment une collaboration en équipe. Vous avez ici ben, plusieurs de nos partenaires. Je ne vais pas vous les présenter, mais enfin, voilà. Moi, je suis ému à chaque fois que j'ai l'occasion de les rencontrer et de les voir. Et j'ai la chance de pouvoir, en retournant chaque année, ben, apprendre un peu plus à les connaître et de voir les magnifiques personnes qu'ils sont. Alors, je parlais du chantier, je parlais de la rencontre. Il y a une dimension sur laquelle je voudrais revenir aussi, ben, c'est la vie en équipe. Les étudiants ben, partent à 8, à 9, à 10. Ils vont vivre un mois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ben, il n'y a pas le choix. C'est une vie en communauté et il faut que ça fonctionne. Et donc, ben, ils doivent mettre des choses en place pour apprendre à vivre ensemble, malgré les différences. Et c'est une dimension qui s'est imposée d'elle-même. Au départ, on n'y avait pas réfléchi. Et puis, les étudiants sont venus nous dire, ben, vous savez, c'est une sacrée, oui, bien sûr, on travaille, on est content, on rencontre des gens, mais en termes de vie en équipe, c'est une sacrée expérience. Et donc, petit à petit, on a essayé d'anticiper un peu pour que les étudiants soient outillés euh, pour apprendre à fonctionner ensemble avec, tiens, voilà, quand on est en groupe, ben, le groupe, il va à la vitesse du plus lent. Et il y a toujours un plus lent, mais c'est mieux si le plus lent, ben, il n'est pas trop loin du premier, quoi. En groupe aussi, ben, faut s'écouter. Et si on est 10, ben, fatalement, je dois écouter 9 fois plus que je ne parle. Et ça paraît tout bête, mais il faut le mettre en pratique après. Et, euh, et je suis frappé de la façon dont les étudiants vont rentrer là-dedans. Bon, c'est pas simple, hein, la vie en commun, la vie en équipe, c'est pas simple tous les jours. Je suis frappé de leur volonté d'y arriver. Et ce qui les aide quand il y a des tensions, c'est de dire, OK, on va se rappeler pourquoi on est là. On va se rappeler ben, qu'on est là pour un chantier, parce qu'on est là pour les partenaires, on est là pour les aider. Et donc, on va mordre sur sa chic, on va mettre de l'eau dans son vin, on va trouver le compromis qu'il faut pour pouvoir continuer d'avancer. Alors, je disais, ben, on part un mois et puis on revient. Et puis, quand on revient, ben, on écoute.
les étudiants, on leur demande un rapport écrit sur ce qu'ils ont vécu, on leur pose une série de questions et on essaye de mesurer ce que ce projet a pu leur apporter. Alors, à titre d'exemple ici, on leur pose comme question, tiens, quels sont les 5 mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à l'Inde ou à l'Afrique? Et là, on remarque que les a priori sont assez négatifs. Il y a beaucoup de mots à connotation négative. Et quand ils reviennent, il y en a moins. De même, au départ, il n'y a pas nécessairement beaucoup de mots à connotation positive. Et quand ils reviennent, il y en a plus. Par exemple, ici, vous regardez le top 10 des mots les plus cités. Si vous regardez la première colonne, c'est soit des mots clichés, les castes, l'hindouisme, Gandhi, le safari, la danse, soit des mots à connotation négative, comme surpopulation, pollution, pauvreté, colonisation. Et puis quand ils reviennent, d'abord, il y a beaucoup plus de mots. S'il y a 100 mots au départ, il y en a au moins 250 en revenant. Et il y a des mots connotation positive qui apparaissent. L'accueil, la gentillesse, le sourire, la chaleur humaine. Et il y a des mots négatifs qui restent, hein, parce que c'est vrai que c'est pas tout rose. Et c'est pas étonnant que la pauvreté reste le mot qui revient le plus, parce qu'elle est là, elle est présente. En même temps, ils vont pouvoir lui donner une vision plus claire, plus nuancée de ce que ça peut être. Alors, et moi? Moi, j'ai le privilège d'être associé à ce projet et dans le cadre de ce projet, de pouvoir partir en Inde chaque année. Je suis parti au Burkina Faso, mais c'est déjà une vingtaine d'années, donc c'est surtout en Inde pour l'instant. J'ai des collègues qui partent au Bénin. Euh, Moi, j'apprends. Euh, J'apprends que je ne sais pas grand-chose finalement. C'est un petit peu comme une montgolfière qui s'envole, hein. Quand une montgolfière s'envole, vous voyez le paysage, vous avez de plus en plus de paysages et vous découvrez de plus en plus de choses que vous ne soupçonniez même pas. Et donc, quand je reviens d'Inde, il y a des choses que je pensais avoir compris. En effet, je pense que ça s'est confirmé. Il y a des choses que je pensais avoir compris. Eh ben non, c'est pas la même chose. Puis il y a des choses que je n'avais pas encore captées et que j'ai pu découvrir. Et je suis touché. Et je suis touché par toutes les parties prenantes qu'on rencontre sur place. Euh, je fais reculer mes a priori, je fais reculer mes préjugés. Je me souviens de la toute première fois où j'étais dans un avion pour l'Inde. Au moment d'atterrir, j'avais été pris un peu d'un début de panique. Je me disais, ils vont me bondir dessus, ils vont piller mon sac et tout. Et j'avais sorti 2 lacets, j'essayais de fermer mon sac. Et puis je me dis, bon, tu es en train de devenir bête. Euh, et puis un jour ou deux plus tard, je me retrouve dans un taxi et pour me rendre à un autre endroit. J'ai ma valise dans le coffre. Et puis, à un moment donné, j'arrête le taxi parce que je changeais d'avis. Je devais m'arrêter à la banque. Je demande d'arrêter. Je paye la course et puis je m'en vais. Et puis à un moment donné, j'entends qu'on m'appelle derrière moi et c'est lui qui courait derrière moi avec ma valise parce que bien sûr, distrait comme je suis, j'avais oublié ma valise dans le coffre. Je suis touché par la population locale au Burkina Faso aussi. Euh, Toute première fois que j'ai mis les pieds en Afrique, c'était au Congo, au Zaïre à l'époque. Je suis allé quelques fois au Burkina Faso et c'est un très beau pays pour découvrir l'Afrique. Euh,
me souviens qu'une fois, on roulait dans une voiture, une vieille 404. J'arrête le partage un instant pour vous voir. Et il y avait une chose dont on pouvait être certain avec ces voitures-là, c'est qu'elles allaient tomber en panne dans la journée. On ne savait pas exactement ce qui allait se passer parce que le tableau de bord, il n'y avait rien, pas aucune indication. Et quand il n'y a aucune indication sur le tableau de bord, le plus compliqué, c'est la jauge d'essence. Donc, on devait deviner en disant, tiens, on a mis 10 litres avant-hier, donc on devrait encore pouvoir rouler un petit peu. Puis, fatalement, on tombait en panne d'essence. C'est pas grave parce qu'il y a des solutions, quoi. Donc, il y a, il y a, il y a un jeune qui passe sur sa mobilette et on l'arrête et on dit, voilà, Jerrycan, voici 2000 francs CFA, est-ce que tu veux bien nous ramener l'essence? Et il dit oui et il s'en va. Puis quand il part, on se dit, on est bête quand même, on vient de donner un Jerrycan et 2000 francs CFA à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il ne va pas revenir. Et effectivement, il ne revient pas. Donc, on trouve une autre solution, on rentre et puis le lendemain matin, il y a quelqu'un qui frappe à la porte du logement à 7 heures du matin. On ouvre et c'est la personne, c'est ce jeune-là qui dit, je suis désolé, ma mobilette est tombée en panne 1 kilomètre plus loin, donc je n'ai jamais su revenir pour vous apporter de l'essence. Voici le jerrycan, voici les 2000 francs CFA. Et des histoires comme ça, on en a plein. Et elles sont merveilleuses parce qu'elles font justement reculer ces a priori, ces préjugés qu'on peut avoir sur les gens. Et je ne sais plus qui m'avait dit dernièrement, quand on commence une phrase en disant les Africains, les Indiens, les Juifs, les Arabes, c'est qu'on s'apprête à dire une grosse bêtise dans la suite de la phrase. Euh, tout est nuancé, il faut vraiment... et c'est une des raisons pour lesquelles on les envoie sur place, pour pouvoir faire reculer ces préjugés, ces a priori qu'on peut avoir sur les gens, les étiquettes qu'on leur met aussi. Donc la population locale me touche, les participants me touchent, les anciens participants. Si le projet tient la route, c'est parce que chaque année, on a des anciens qui viennent nous donner un coup de main, qui viennent repartir avec nous, des anciens qui prennent sur leurs vacances pour repartir avec nous. Et ce qui me touche encore plus, c'est de voir que parmi ceux-ci, c'est pas nécessairement ceux qui ont eu le projet le plus facile, qui ont eu le plus facile en équipe, qui ont le plus facile sur place, qui reviennent pour nous aider, mais souvent ce sont ceux qui ont eu difficile justement, pour qui ça n'a pas été une évidence la vie en équipe, la vie sur place, mais qui ont appris quelque chose et qui veulent partager aux suivants ce qu'ils ont appris. Moi, je disais qu'on n'avait jamais fini d'apprendre. Je me souviens que pendant des années, je disais aux étudiants lors des week-ends de formation, quand un Indien vous dit il y en a pour 5 minutes, il ne faut jamais le croire. Parce que je me souviens d'avoir embarqué à l'arrière d'une moto conduite par un des prêtres sur place pour aller visiter un projet. Je dis c'est loin, non, 5 minutes et on y est, quoi. Au moins une demi-heure pour y arriver. Et puis un jour, je voudrais vous parler de Ramachandra. Ramachandra, il nous sert de chauffeur sur place. Depuis le temps, c'est devenu un ami aussi. Et un jour, on attend un bus pour les étudiants. Et je lui demande, il est assis à côté de moi, je dis, le bus, il arrive dans combien de temps? Et il se penche pour demander au responsable de la STIB locale, tiens, le bus, il arrive dans combien de temps? Le responsable, il parle en tamoul. Je comprends rien. Je comprends une chose dans ce qu'il dit. Je comprends 30 minutes. Et puis Ramachandra se tourne vers moi et il me dit, le bus arrive dans 15 minutes. Je dis, Ramachandra, je viens d'entendre le gars qui disait qu'il arrivait dans 30 minutes. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, il n'a pas envie de me faire de la peine. Et donc, il dit 30 minutes. Si je dis 30 minutes à Vincent, ça va lui faire de la peine. Je vais lui dire 15 minutes. Je vais amortir le choc. Et quand je suis rentré, je me suis rendu compte qu'en fait, on est pareil. Si moi, je suis en retard, je suis dans ma voiture et je suis en retard et qu'on me téléphone pour dire « T'es où ?» Je me suis dit « J'arrive dans 10 minutes. » Même si je sais très bien qu'il me faudra au moins 20 minutes pour y arriver. On est pareil.
Et c'est ça, une des choses qu'on souhaite faire découvrir et apprendre et continuer nous-mêmes d'apprendre, c'est que on a beau être différent, on est pareil fondamentalement et pour les choses essentielles. Et donc, ne pas juger. Et c'est pas parce que je comprends pas quelque chose que c'est pas légitime ou compréhensible, c'est juste moi qui comprends pas. Et c'est pas parce que c'est différent que c'est pas bien. Et, et puis donc avoir gardé beaucoup d'humilité. Euh, j'ai 56 ans. Je me rends compte de toutes les bêtises auxquelles je pouvais penser, ou ma façon de penser, ou la façon limitée que j'avais de penser il y a 20 ans. Et je me dis, peut-être que quand j'en aurai 70, je me dirai, bon sang, quand je me vois à 56 ans, c'est terrible quand même. Donc voilà, garder cultiver cette, cette humilité. Et puis, ben, je regarde un petit peu un instant au niveau des slides, si j'avais encore quelque chose. Oui, mais ça je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Il y a ce que je vous disais tout au début, ben, tout ça c'est joli et je pourrais en effet en parler pendant longtemps hein, de ce projet. Mais à part qu'est-ce que je peux en ressortir pour vous nourrir? Pourquoi aller là-bas? C'est joli, toutes ces images, il y a plein de couleurs, mais pourquoi aller là-bas? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'aller là-bas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire le projet ici? Il y a de la pauvreté ici en Belgique aussi, il y a des choses à faire, et c'est vrai. Et il faut offrir quelque chose. Et accompagner, par exemple, est un exemple de ce qu'on peut faire. Nous, notre projet, ben, ce n'est pas de réduire la pauvreté en Inde ou en Afrique. Nous, notre projet, c'est d'investir dans le cœur des jeunes qu'on envoie. C'est vraiment ça, un investissement. J'aurai l'occasion d'en reparler tout de suite. Alors, pourquoi aller là-bas? Ben, d'une part, par pragmatisme, c'est que on touche plus de jeunes si on leur propose d'aller en Inde ou au Bénin plutôt que de faire un projet en Belgique. En gros, si on faisait le projet ici en Belgique, et on l'a fait pendant 2 ans, ben on touche quelque part ceux qui sont déjà convaincus. En le faisant là-bas en Inde et au Bénin, ben on touche les convaincus et leurs copains qui sont un peu moins convaincus et à qui il fallait un petit truc en plus pour pouvoir se joindre au projet. Et puis, quand je réfléchissais à la question pourquoi aller là-bas, je me dis, quand vous voulez faire un... Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'on va à Lourdes? Est-ce que la Sainte Vierge elle est différente là-bas? Est-ce que Dieu est différent là-bas? Est-ce que Dieu est plus présent là-bas qu'ici? Je pense pas. Je crois que si on va à Lourdes, ou si on va à Banneux, ou si on va à Beaurain, c'est pas parce que Dieu sera différent ou que la Sainte Vierge sera différente, c'est parce que nous, on sera différents. Moi, je serai différent là-bas. Je serai peut-être plus disponible, je serai peut-être plus ouvert, je serai peut-être plus à l'écoute. Et que c'est pour ça qu'il est important que je fasse la démarche et que j'aille là-bas. Et puis pour se rendre compte de ce que quelqu'un vit, il faut aller à sa rencontre. Marc qui disait la semaine passée, viens et vois, ben c'est ça aussi. On pourrait le mettre plein de documentaires sur la situation en Inde et en Afrique. Si on veut toucher
le cœur et l'esprit de quelqu'un, il faut le voir en face. Il faut être à la rencontre. J'ai déjà été touché parce que sœur Francine avait témoigné une fois que le fait de travailler à accompagner avait changé son regard sur nos frères musulmans. C'est pas parce qu'on lui a raconté ou dit des choses sur eux qu'il a touché, c'est de les voir, les rencontrer et de partager quelque chose avec. Donc, pourquoi est-ce que on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on envoie nos jeunes là-bas, sur place? C'est pour ça. Parce qu'en partant, ben, ils sont plus ouverts, plus accessibles, plus différents et ils ont l'occasion d'être touchés. Alors, ils vont trouver quoi là-bas? Je ne sais pas. Parce que ça dépend d'eux. Je n'en sais rien. Je sais que, en gros, ça va les faire du bien. Je sais que ça, c'est une chance de faire bouger les lignes. Mais quoi exactement? Je ne sais pas. Euh, je pense souvent à la parabole du semeur. Et je vais repartager l'écran un instant. Voilà. Ah, voilà que le semeur est parti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de pierres, de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'il n'y avait pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines ont monté, les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendre qu'il y a des oreilles. C'est vraiment quelque chose un texte auquel je pense souvent euh, lorsque je pense à ce projet. Euh, on va déposer quelque chose dans le cœur de ces jeunes et on ne sait pas ce que ça va donner. Et c'est un petit peu comme arriver à amener quelqu'un à une fontaine d'eau vive. C'est pas nous qui avons fait l'eau, c'est pas nous qui avons fait la fontaine. On offre une opportunité à ces jeunes et le reste, ça dépend d'eux. Et on en profite pour boire aussi, nous aussi, un petit peu à la fontaine. Alors, pour, euh, pour terminer, il y a trois phrases qui me portent beaucoup aussi par rapport à ce projet. C'est pas ça du tout que je voulais partager. Un petit instant. Voilà. Il y a cette phrase de Gandhi. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et ses deux angles différents. Ça, c'est quelque chose qui me porte et auquel je suis arrivé en participant à l'organisation de ce projet. On rencontre des personnes très différentes, chrétiennes ou pas, catholiques ou pas, hindoues ou pas, musulmanes. Euh, Quand on envoie 10 étudiants, il y a peut-être un croyant pratiquant, euh, un catholique, deux musulmans, un juif, quatre athées, et on se convertit les uns les autres.
en apportant quelque chose. Et, et voilà, donc ça c'est une phrase qui me porte certainement. Celle aussi de frère Roger, parce que moi en tant que chrétien catholique, qu'est-ce que j'ai compris à Dieu, qu'est-ce que j'ai compris à l'Évangile? Peut-être très peu de choses. Et bien, ce peu de choses, je suis appelé à le vivre. Et puis, ben, pour terminer, celle de l'abbé Pierre, que dans le peu que j'ai compris, en quel je crois en tout cas, ben, c'est que Dieu est amour, quand même, que nous sommes aimés, quand même, et que nous sommes libres, quand même.